Ce colloque arrive effectivement à un moment où ces questions de formation professionnelle ont bien sûr occupé la scène, on va dire, des partenaires sociaux, mais souvent à un niveau évidemment national, interprofessionnel, où on s'est préoccupé évidemment des circuits, on s'est préoccupé des financements, donc ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, même si évidemment il peut en être question. On est d'abord sur la question du travail formateur et les conditions d'un travail formateur. Ces conditions, elles concernent de nombreux acteurs. Aujourd'hui, on mettra un focus particulier, évidemment, sur les managers, en sachant que créer les conditions de suppose aussi, pour eux, qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et c'est pour ça qu'on regardera aussi comment est-ce que tout cela est un objet ou non, d'ailleurs, de dialogue professionnel, de dialogue social. Voilà, ce sera un petit peu le thème central de cette journée. Enfin, on l'a déjà un peu approché à travers un numéro d'ailleurs de la revue qui vous a été remis effectivement avec le dossier intitulé « Montée en compétences », dans lequel il y a aussi un certain nombre de témoignages. Voilà, donc j'espère que cette journée vous apportera un certain nombre d'éclairages et un certain nombre d'appuis aussi par rapport aux activités qui sont les vôtres dans le champ de la formation professionnelle. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Daniel. Donc je crois qu'on a une vingtaine de minutes. Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors pour cet exposé introductif, on est d'abord parti un peu de l'idée que je reprenais ce qui a été développé dans la revue Cadre, la formation entre le professionnel et l'académique, un peu autour de la place du diplôme que l'on sait grande dans nos systèmes d'éducation et de formation. Et puis finalement, en préparant, je suis un peu allée vers d'autres sujets et d'un certain point de vue, je me suis rapprochée effectivement du thème du travail formateur et des liens travail et formation. Donc je vais dans un premier temps reprendre ce que sont, à mon avis, quelques-uns des grands enjeux collectifs en ce moment de la formation et de l'éducation. Puis, ces enjeux étant beaucoup liés à la question des rapports entre le travail et la formation, voir un peu comment se développent aujourd'hui des initiatives dans le domaine du travail formatif, et enfin, quels nouveaux problèmes, parce que ça on pose, quels nouveaux problèmes ça nous pose et auquel voilà, il est bon de s'attaquer d'une manière ou d'une autre. Donc les enjeux, le premier c'est à la fois un enjeu et un constat et un enjeu, pardon. La professionnalisation s'est beaucoup développée, énormément, depuis de longues années, dans notre système éducatif. Une manière de le dire, je crois que j'ai dû écrire ça dans l'article, professionnalisation à un certain moment dont le système éducation nationale, c'était presque un gros mot. Ça ne l'est plus du tout. Donc, les bacs professionnels, les licences professionnelles, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, les masters professionnels, les thèses chiffres faites dans une entreprise, tout ça a pris une place assez forte dans le système éducatif, et il est évident que ça change des choses. Ça contribue à changer des choses. Mais ça n'a pas encore, enfin en tout cas à mon avis, Yves dira ce qu'il en pense, ça n'a pas encore changé le cœur du moteur éducatif, si je puis dire. Et l'orientation en particulier, donc les valeurs, les idées qui sont dans la tête des gens, aussi bien les élèves, les parents, les profs, les orientateurs, restent un peu les mêmes. On va vers l'enseignement professionnel. Dans le supérieur, c'est peut-être un peu différent. On va vers l'enseignement professionnel par défaut, quand on n'est pas considéré, guillemets, comme assez bon pour aller vers les formations générales. Il y a une étude de France Stratégie qui est parue récemment, qui m'a beaucoup, une note qui m'a bien impressionnée et qui va dans ce sens. Elle montre que les enfants de parents, de familles, guillemets là encore, issus de l'immigration, comme on dit, sont 2 fois plus que les autres orientés vers l'enseignement professionnel, y compris
lorsque leur famille demande l'inverse. Bon, c'est quand même, c'est un constat, voilà. Mais il nous pose à tous beaucoup de questions. Là, je parlais du système de formation initiale. Le système de formation continue, qui en principe doit être, comme on le dit, tout au long de la vie, est fait en sorte que, pour une part importante, on le sait bien, il ne corrige pas les inégalités qui se sont fabriquées en formation initiale. C'est des choses que vous connaissez tous, que vous vivez. Si on est peu qualifié dans une PME, dans certains secteurs qui ne forment pas beaucoup, on a vraiment infiniment moins de chances de rencontrer des opportunités de se former tout au long de la vie que si on est ingénieur dans une grande entreprise qui a une politique de formation développée. Donc, ça, c'est un constat qu'on fait, qu'on refait, qu'on retrouve dans toutes les études depuis vraiment très longtemps. Le système de formation tout au long de la vie n'est pas véritablement ce que l'on attendait quand il s'est bâti et ce que l'on ne cesse de répéter, une deuxième chance ou une troisième. On pourrait rajouter que le tassement actuel de l'apprentissage, sauf dans l'enseignement supérieur, n'est pas un très bon signe. Parce que l'apprentissage, comme toutes les formules d'alternance, si on reprend les deux termes de notre colloque d'aujourd'hui, c'est bien une certaine manière de mêler et de faire agir ensemble le travail, ce qu'on apprend dans le travail, et la formation, ce qu'on apprend en situation de formation. Donc, vous voyez que ces enjeux collectifs un peu importants, ils touchent bien aux relations entre le travail et la formation et aux conceptions que l'on en a. Si on avance un petit peu, on voit qu'il y a des choses qui bougent actuellement. Pour partie, à cause d'ouvertures qui sont faites dans le cadre de la dernière loi sur la formation professionnelle, pour partie, à mon avis, et on n'en est qu'au début, à cause du numérique, à cause de toute l'ouverture formidable que peut représenter. Et je crois vraiment, j'insiste, on n'en est qu'au début et on n'a pas encore mesuré tout ce que ça va chambouler dans le système de formation. J'ajouterais même pour le meilleur et pour le pire, probablement. Donc, les opportunités ouvertes et les facteurs déclenchants un peu de cette de nouvelles approches, c'est bien les marges de manœuvre qui sont laissées aux entreprises pour concevoir différemment leur formation. Pas l'obligation légale, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, pas la nécessité de décider ce qui est imputable, ce qui n'est pas imputable, de se conformer en quelque sorte à une obligation, quelque chose qui a joué son rôle, qui a en même temps un peu probablement déformé la formation professionnelle, mais donc les entreprises retrouvent une marge de manœuvre. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles peuvent faire des tas de choses. Elles peuvent faire des économies, elles peuvent se concentrer sur les formations obligatoires. Les derniers travaux du CEREC montrent que les formations obligatoires, on néglige trop cet aspect-là. Vous savez, parce que pour faire tel métier, pour faire tel geste professionnel, il faut avoir fait la formation qui va bien. Elle représente 30% des formations, d'après les enquêtes CEREC. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc les entreprises peuvent se concentrer là-dessus, et puis elles peuvent aussi, et ça ouvre le champ dont on parle, miser davantage sur la formation en situation de travail. On voit bien que cette ouverture, elle se traduit dans de nombreuses réflexions. On n'a jamais eu autant de réflexions sur les pédagogies de l'alternance. Comment tirer vraiment profit
et pas seulement juxtaposer des situations de travail et des situations de formation. La plupart du temps, on les juxtapose. Et les liens, on le voit dans les papiers sur l'apprentissage, les liens entre les gens de l'entreprise qui encadrent l'apprenti et, y compris le maître d'apprentissage, et les formateurs sont faibles. Alors que toute la vertu des systèmes comme ça réside dans la mise en tension et l'enrichissement réciproque de la pédagogie par les deux situations. Mais c'est du boulot. C'est du boulot et surtout, il est probable, et là on revient un peu à mon premier point, que chez un certain nombre d'enseignants, cette idée que l'on n'apprend pas uniquement par la transmission des connaissances, par la position professorale, si je puis dire, je suis là et je passe des connaissances à des gens qui sont en face, situation scolaire typique, bien connue. Cette idée-là, je pense que si ça n'avance pas plus que ça, c'est aussi qu'elle chagrine pas mal un certain nombre d'enseignants. Mais je mets un point d'interrogation. Donc, on voit bien dans ces initiatives, on voit, il en sera question cet après-midi aussi, les expérimentations que lance la DGEFP avec un certain nombre d'OPCA sur les formations, alors on leur a trouvé un acronyme, parce qu'on trouve toujours un acronyme, les FEST, les formations en situation de travail, qui va être quelque chose d'intéressant. On voit, y compris des rapports européens, des travaux du CEDEFOP, le gros travail qui a été fait par le centre de prospective du groupe Alpha sur le descriptif et l'analyse des situations en formation des différents pays par rapport à cette problématique, formation en situation de travail et bien sûr validation des acquis de l'expérience acquise dans le travail. C'est un très gros travail qui n'existe pour l'instant qu'en anglais, donc c'est un peu plus difficile d'accès. C'est très lourd et il y a des chapitres très détaillés sur chaque pays. C'est vraiment très intéressant. On voit bien, au travers de ces réflexions, de ces expérimentations, que, et là je vais me tourner vers Jean-Marie Lutringer, que je voulais citer, et je ne le fais pas seulement parce qu'il est ici, mais ce qu'il appelle, on voit bien que pointe en fait la critique à propos de la formation continue, de ce qu'il appelle le modèle séparatiste. Alors, le modèle séparatiste, vous savez, il y a une expression que moi, j'aime pas du tout utiliser et qu'on emploie tout le temps, c'est faire partir les salariés en formation. Hein, faire partir. Ils sont partis. Où ils ont été, je voyais l'autre jour un article, je ne sais plus, c'était dans l'AEF ou le quotidien de la formation, telle branche professionnelle a envoyé tant de salariés en formation. C'était un paquet comme ça, allez hop, on le sort et on l'envoie en formation. Le vocabulaire, c'est toujours très important sur ces affaires-là. Ils reviennent parfois? Il arrive qu'ils reviennent. Mais il arrive aussi que quand ils reviennent, on ne se préoccupe pas tellement de ce qui s'est passé et de ce qu'ils ont appris. On retrouve le même schéma. Donc, dans ce modèle séparatiste, on voit bien que notre conception de la formation continue a été aussi très marquée par le modèle scolaire. On reproduit, en fait. On reproduit une situation scolaire. On va dans un stage, on a un formateur, on a une salle qui ressemble grosso modo à une salle de classe, sauf qu'on l'appelle une salle de formation, et on est un peu sur le même schéma. C'est accentué, évidemment, par la manière dont les entreprises, voire les organismes paritaires ou les pouvoirs publics, régionaux là en l'occurrence pour l'essentiel, ou l'État, sont amenés à acheter de la formation comme un produit, un service, comme un autre. On achète effectivement de la formation. Quand vous rencontrez certains responsables de formation de conseils régionaux et que vous leur dites quel est ton métier, ils vous répondent « je suis acheteur de formation ». Donc on achète des stages, c'est pratique.
Et le modèle scolaire, comme ça, il continue allègrement. Du coup, on sent bien que la formation vue comme ça, extériorisée par rapport à l'entreprise et à la situation de travail, achetée sous forme de stage, elle est vue un peu en elle-même, la formation pour la formation. Alors que le vrai sujet, après tout, que l'on apprenne, que l'on se forme comme ça ou autrement, je dirais peu importe, du moment qu'on construit des compétences nouvelles, qu'on améliore ses connaissances, ses compétences, et qu'on a la possibilité de progresser dans sa vie professionnelle. Donc le vrai sujet, c'est la professionnalisation, le mot que j'employais au début, la montée en compétences et les possibilités ouvertes de progression salariale et sociale. Il y en a ou il n'y en a pas. De ce point de vue, moi, à l'inverse de plein de gens qui en ce moment font des listes, imaginent des dispositifs super compliqués, etc., je pense que l'enjeu principal de la loi du 5 mars, ce n'est pas le compte personnel de formation comme la chose extraordinaire qui viendrait tout changer, etc. C'est quelque chose qui était déjà dans la loi précédente. Alors c'est pour ça qu'il faut être vigilant, parce que ce n'est pas sûr que ça se fasse. C'est la possibilité d'augmenter d'au moins, on est modeste, un niveau de qualification en cours de vie professionnelle, donc en cours de vie tout court. Si on reste bloqué, on a beau partir en formation de temps en temps, faire des stages, on a beau, etc., mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et on reste effectivement bloqué, et, pour utiliser une expression commode, l'ascenseur social ne marche pas. Et comme dans notre société, il y a beaucoup de moments où il ne marche pas, on sent bien, à certains égards, que ça commence à peser lourd. Donc ça, c'est vraiment important. Ne pas avoir dans la tête ce modèle séparatiste d'achat de formation comme un objet comme un autre. Alors, cela dit, si, je vais bientôt terminer, si on revient sur l'idée que le travail est formatif, qu'il faut apprendre à profiter, je dis vraiment profiter de toutes les situations d'alternance entre de la formation et du travail, de l'alternance et de l'activité professionnelle, y compris les stages, plein de stages, mais combien pour les jeunes, mais combien se préoccupent de faire le lien à ce qu'ils ont appris dans le stage et ce qu'ils apprennent sur les bancs de l'école ou de l'université ou de l'IUT. Donc, profiter de toutes les occasions pour faire le lien entre les deux. Considérer que le travail est formatif et qu'en travaillant, on apprend toujours quelque chose. Avec une nuance, et je la fais volontiers, que vous connaissez, qui est que toutes les situations de travail ne sont pas formatrices. Il y en a même, ça je l'ai bien vu quand j'étais au CNFPT-LV et qu'on a fait ce travail sur l'illettrisme, il y a même beaucoup de situations de travail qui sont désapprenantes, si je puis dire. Il y a des gens, c'est analysé par tous ceux qui travaillent sur l'illettrisme, il y a des gens qui, au cours de leur vie de travail, désapprennent au lieu d'apprendre. Donc, toutes les situations ne sont pas propices à apprendre des choses. Il y a des conditions, il y a des choses à faire pour qu'elles deviennent apprenantes, qualifiantes. On utilisait beaucoup ces termes à une époque. Pour que, c'est l'expression qu'utilise Jean-Marie Lutringer dans son papier, on transforme l'eau en vin, qu'on apprenne à extraire, c'est le mot utilisé, du travail, ce qu'il a de formateur. Il est bien évident que c'est là un très beau chantier. Ce sont des enjeux de management, d'où l'intérêt de l'aborder justement à l'ODC. Ce sont des gros enjeux de management. Et on a probablement, depuis quelques décennies, un peu trop abandonné le rôle formateur de l'encadrant
au profit de toutes sortes de choses, y compris le fait que les encadrants, passant leur temps à remplir des tableaux d'indicateurs et à gérer par les indicateurs, ne s'occupent plus suffisamment du travail fait par leurs troupes. Donc c'est un sujet de management. C'est un sujet, je dirais, à certains égards, de recherche et pédagogique, que ce travail d'extraction de ce qui est formatif dans les situations professionnelles. Et c'est un sujet juridique aussi, de qualification d'un certain nombre de situations qu'il ne faudrait peut-être pas non plus formaliser trop vite, parce qu'à tout formaliser dans les entreprises, on finit par ne plus vivre bien les situations quotidiennes. Mais ça, c'est une dimension importante, et les expérimentations FEST lancées vont être intéressantes de ce point de vue. Donc, je vais conclure, si vous voulez bien, là. Il y aura encore plein de choses à dire, mais il reviendra dans la journée. Juste pour conclure, un petit... moi, je fais pas mal de travaux européens, donc je rencontre beaucoup de gens qui travaillent sur ces mêmes questions dans différents pays. Et ces temps derniers, je suis très frappée, avec les Suédois, avec les Finlandais, avec les Allemands même, de la place qu'a pris le débat sur la polarisation des qualifications, en particulier avec l'économie numérique. C'est-à-dire, est-ce que d'un côté, est-ce qu'on est en train d'assister à un mouvement fort où, d'un côté, ce qui se développe, c'est les bas niveaux de qualification sur des activités de service, et d'un autre côté, les hauts niveaux de qualification, et puis le reste, ce qu'on trouve dans un certain nombre de travaux américains, les couches moyennes vont disparaître et les qualifications intermédiaires vont disparaître. Bon, il faut regarder de plus près, évidemment, mais je pense que cet enjeu-là, c'est un enjeu de réflexion, de travaux à proprement parler, d'experts sur le sujet-là, mais comme la tendance, elle est présente, ce que disent d'ailleurs le rapport Les métiers en 2022 de France Stratégie, ils sont prudents, ils disent une certaine polarisation. Bon. Mais comme la tendance, elle est là, ça rend extrêmement urgent le fait de permettre au plus grand nombre de gens de progresser en cours de vie professionnelle. C'est vraiment, de ce point de vue, absolument décisif que d'avoir ce que les Danois viennent de mettre en place d'une manière, après avoir fortement autocritiqué leur système, y compris leur système pourtant vanté par plein de gens, c'est ce qu'ils appellent une politique de skills upgrading générale. Vraiment monter en compétences générales sur un certain nombre de compétences transversales et sur ce qui est non pas la formation au numérique, mais l'éducation numérique. Voilà. Merci, je partage 100% tout ce que vient de dire Daniel, et donc pour ne pas être redondant, j'ai éprouvé le besoin d'essayer en ce début de journée de un peu mieux situer les rapports entre travail, expérience, connaissance, compétences, et pour cela vraiment de resituer ça dans des temps longs, même très longs. En fait, depuis toujours, et même depuis l'aube de l'humanité, il n'y a pas de connaissance qui n'ait émergé de l'expérience, qui n'ait émergé d'une réaction à la nature, d'une action pour la transformer, d'un échange entre humains pour transmettre une compréhension et rendre possible l'action collective à plusieurs. Je crois que c'est aujourd'hui un point admis, les réseaux neuronaux qui constituent une connaissance ne se différencient pas au départ des connaissances. Ils prennent leur source dans des images qui appréhendent les expériences et qui permettent ce guidage de l'action. En se répétant, ces réseaux acquièrent une certaine stabilité et ils peuvent, pour être partis, être nommés et à ce moment-là être échangés. Les connaissances sont donc des formes de cristallisation de l'expérience qui deviennent transmissibles
en dehors de l'expérience. Et même certains ethnologues ont montré de façon tout à fait passionnante que l'homme avait un langage parce qu'il avait une main, avec un pouce qui s'oppose aux autres, qui lui permettait de modeler les choses, et pas simplement de prendre ou de laisser. Et donc, qu'avec cette capacité de transformation, ce rapport de transformation à la nature, eh bien, il acquérait des capacités, il acquérait un langage qui constituait à son tour une forme d'échange social et constituait une nature humaine, un monde social, une nature artificielle à distance qui échappait à la simple nature naturelle, quoi. Ce point me semble très important parce que, avec le langage, en structurant des connaissances, l'homme peut comprendre et discuter, même quelquefois à perte de vue, le monde dans lequel il se trouve, même discuter du sexe des anges jusqu'à n'en plus finir. Il y a un bouleversement qui s'opère avec la naissance du monde moderne, ce moment où l'homme prend conscience de cette distance du monde humain et du monde naturel, et où il y a une espèce de retournement de la connaissance qui n'est plus conçu simplement comme un outil d'appréhension, d'expression, de compréhension du monde, mais devient à son tour un outil d'investigation et de transformation du monde. Et à ce moment-là, la connaissance, qui était le fruit de l'expérience, devient la source d'expériences nouvelles. Et on voit ainsi dans la société, en même temps, et on peut dire porté par le même mouvement, dans ce monde moderne, émerger des individus qui prennent leur autonomie par rapport aux ordres divins antérieurement jugés naturels, et en même temps naissent des savants qui ne sont plus seulement des sachants, mais qui deviennent des créateurs, des démiurges. L'essor des sciences, et c'est cet essor des sciences que naît un nouvel âge d'essor des techniques qui a fondé toute la première révolution industrielle, celle d'une maîtrise de plus en plus poussée de la matière, de l'énergie, qui venait épauler, démultiplier l'effort humain dans des proportions qui étaient complètement inimaginables antérieurement. C'est cela qui constitue encore aujourd'hui le socle de notre enseignement, le socle du fonctionnement de notre industrie. Une conception de la rationalisation où on fait prévaloir la raison, c'est-à-dire les connaissances, pour sortir de la dépendance du tour de main de l'artisan, de ses savoirs implicites, et donc pour organiser de façon raisonnée les relations de production. Ça a été, sur le plan social, une longue et dure bataille qui a conduit à réorganiser l'ensemble de la société, l'ensemble de la hiérarchie entre les corps sociaux, et qui aboutit au milieu du siècle dernier à constituer ce triptyque jugé alors comme complètement stable, le pôle droit du travail, sécurité, protection sociale, un pôle qualification du travail et convention collective, et puis un pôle généralisation du système scolaire d'enseignement. Du système scolaire d'enseignement, c'est-à-dire la constitution de l'ensemble de la formation en système unifié, entièrement hiérarchisé. Ça n'est en effet qu'avec les conventions collectives et avec la naissance des grilles de classification que la qualification prend le sens que nous connaissons aujourd'hui. Avant, il y avait bien sûr des travailleurs qualifiés et des travailleurs non qualifiés, mais cela différenciait ceux qui avaient un métier, qui pouvaient l'exercer seuls, même sans employeur, et qui étaient donc autonomes. Les travailleurs qualifiés étaient autonomes, ne dépendaient pas de l'employeur, tradition du syndicalisme de métier, et les autres qui dépendaient de l'employeur, qui ne pouvaient exercer leur capacité qu'en prenant place dans une organisation auquel ils étaient subordonnés. Et donc, très vite, avec le développement de l'industrie, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas en rester à cette distinction entre
ceux qui avaient un métier, et puis les manœuvres. Il y avait une quantité croissante de salariés qui possédaient, qui maniaient même des connaissances qui les rendaient indispensables dans l'organisation et qu'il fallait bien considérer comme qualifiés. C'est de là qu'est né le terme qualification, qui était fait pour attribuer cette qualité que l'on reconnaissait à ceux qui n'avaient pas de métier. Ça a mis une quarantaine d'années pour se mettre d'accord, accepter cette distinction et se mettre d'accord et ordonner la valeur de cette qualité, de cette qualification, qui s'est ordonnée à ce moment-là en ordonnant parallèlement des niveaux de technicité à l'intérieur du travail et des durées de formation nécessaires pour les acquérir. La quantité de connaissances était le socle de la hiérarchisation sociale. Des formations où, du coup, la pratique et l'expérience perdaient sa valeur, où le système scolaire qui les délivrait prenait de la distance par rapport à l'organisation de la production et devenait progressivement, en France beaucoup plus qu'ailleurs, le grand organisateur de toute la hiérarchie sociale. C'est là que prend sa source l'emprise du diplôme comme conditionnant l'accès aux emplois, mais aussi comme définissant la formation en dehors du travail, qui déteint ensuite sur la conception de la formation continue comme se faisant en dehors du travail, venant acquérir non pas de l'expérience, mais de la connaissance. Ce modèle continue à nous imprégner, même si nous sommes au cœur, depuis une bonne trentaine d'années, notamment en apprenant à travailler l'information et pas seulement la matière. Daniel l'a évoqué, c'est un bouleversement, nous sommes dedans. Nous sommes au cœur de nouveaux bouleversements qui redonnent toute leur valeur à la pratique et à l'expérience propres aux individus et comme source de nouvelles formes de productivité. On le voit dans le passage de ce terme de la qualification à celui de compétence. Ce qu'on appelle compétence ou les compétences d'un individu, dont on va parler tout au long de cette journée, n'est jamais du seul ressort de la connaissance et de son application. Elle réfère à cette combinaison qu'un individu est capable de faire en situation de connaissances, d'expériences, de ressources diverses pour faire face aux problèmes qui lui sont posés. Elle désigne cette part d'autonomie, cette part d'implication de l'individu dans son travail que la qualification avait aplatie en faisant comme si tous les salariés qui avaient la même qualification étaient interchangeables. Ils l'étaient en fait, tant que ne leur était demandé que de se conformer strictement aux consignes et au travail prescrit. Mais dès qu'il fallait qu'ils y mettent du leur pour que ça marche, on voyait bien que ce qui était désigné dans le contrat de travail ne suffisait pas. L'émergence des compétences, et donc pas seulement des connaissances, pas seulement de la qualification comme repère de l'activité professionnelle, correspond à un changement de regard sur le travail. Un changement de regard sur le travail en le considérant comme comportant toujours une part de réflexion et de conception, même dans les tâches d'exécution les plus prescrites. Ça correspond aussi à un changement de regard sur l'organisation, où ce qui est bien organisé n'est plus ce qui est tout bien prévu à l'avance, mais là où l'on a réussi à apporter aux salariés des éléments pour réfléchir et décider à ce qui est le plus pertinent de faire dans des situations variées et dans des situations comportant des imprévus. C'est aussi un changement de regard sur le salarié lui-même, conçu pas simplement comme exécutant, mais comme producteur dans son activité de connaissances nouvelles permettant de mettre en œuvre des solutions de plus en plus complexes. C'est un retour à l'importance de l'expérience comme productrice de connaissances. Alors comment les partager, les capitaliser, les nommer? Comment en faire un levier de développement conjoint des individus et des organisateurs? C'est bien tout le thème que nous allons explorer aujourd'hui. Juste pour terminer, 3 mots sur ce qui me semble être des conditions essentielles pour qu'un travail soit formateur ou formatif, comme Daniel préférait le dire.
Le premier point, évidemment, il est donner de l'autonomie aux salariés pour qu'ils puissent se considérer comme acteurs et auteurs de ces actes. Pour le dire autrement, pour qu'ils soient présents à son activité et pas simplement comme un robot. La deuxième condition, elle est de créer de la distance par la discussion qui permette que l'expérience soit explicitée, qu'elle soit mise en mots, qu'elle soit source de connaissances. Et puis, le troisième point, c'est capitaliser cette expérience, ces connaissances, en assurant ce retour, en l'analysant et en l'inscrivant dans un savoir structuré pour qu'à son tour, elle puisse être transmise et qu'elle puisse être source de formation.